En novembre, la balance commerciale a encore été déficitaire de 3 milliards de francs. Après la mort des 14 passagers du car de Lyon, le chauffeur est inculpé. Un village renaît de ses ruines au Guatemala, c'est le dossier de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme vous, sans doute, j'aurais souhaité n'avoir à vous parler ce soir que d'événements souriants, cette soirée de Noël qui est pour tous, chrétiens ou non chrétiens, une fête de famille, une fête des enfants. Nous y reviendrons, rassurez-vous, dans ce journal, mais l'actualité nous commande, même si elle est tragique, et aujourd'hui, elle a été tragique. Elle a été dominée par l'assassinat de Jean de Broglie, ancien député républicain indépendant de l'Eure, descendant d'une illustre famille, sans que l'on sache encore s'il s'agit d'un meurtre politique. Il n'y a pas eu, depuis 32 ans, d'assassinat de parlementaires ou d'hommes politiques en France. Le dernier homme politique assassiné était Louis-Georges Mandel, abattu en juillet 1944 par des miliciens. Jean de Broglie a été tué un peu avant 10 heures en sortant d'un immeuble du 17e arrondissement à Paris. Son meurtrier est un jeune homme d'une vingtaine d'années qui a tiré sur lui 3 balles à bout portant. Une petite rue proche des boulevards des Maréchaux dans le 17e arrondissement. Il était un peu plus de 9h15 ce matin. Les habitants du numéro 2 et les voisins entendent des coups de feu. Monsieur Jean de Broglie, atteint d'une balle de 9 mm en pleine tête, s'écroule sur le trottoir. Il va mourir quelques instants plus tard. Il n'accusait pas l'immeuble. Ça, je l'ai vu passer une fois ou deux, enfin, mais je ne le connaissais pas. Et il sortait de cet immeuble dont vous êtes Je ne pense pas. Moi, j'ai l'impression qu'il passait devant l'immeuble. Et ça s'est passé comment? Qu'est-ce que vous avez entendu? C'est-à-dire que moi, j'étais partie à mon courrier, boulevard Perkins. Bon. Quand je suis sortie de chez la maison neuve, j'ai entendu des coups de feu. Quand je suis arrivée au coin, j'ai vu le monsieur qui tombait et les gens qui se sont groupés tout de suite. Alors, je me suis précipitée, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne m'a répondu. Qui peut l'avoir tué? Il y a bien un groupuscule d'extrême droite, ce club Charles Martel, qui a revendiqué le crime après coup. Mais près de 15 ans après les accords d'Évian auxquels avait participé M. de Broglie, on ne sait trop ce qu'il faut croire. Restent les témoins entendus par la police. Ils sont peu nombreux et imprécis. Quelqu'un a vu s'enfuir en courant, juste après les coups de feu, un jeune homme d'une vingtaine d'années. Il semble aussi que M. de Broglie ait échangé quelques mots avec son meurtrier, juste avant d'être abattu. Pour retrouver l'assassin, c'est peu d'indices. Le député de l'Eure n'avait dans le quartier ni son domicile, ni son bureau. Pourtant, il y venait assez fréquemment, et plusieurs habitants de la rue connaissaient sa voiture au macaron parlementaire, garée 100 mètres plus loin. Et c'est peut-être dans ce petit secteur de la rue des Dardanelles, et par les dernières personnes à y avoir rencontré M. de Broglie, que la police pourra en savoir plus long sur ce meurtre qui paraît d'abord inexplicable, même si on peut lui supposer des raisons politiques. Oui, Jean de Broglie était un homme politique extrêmement connu, en particulier depuis que secrétaire d'État au Sahara et au Dom-Tom, il avait activement participé aux accords d'Évian. Et il faut sans doute rapprocher de cette ancienne fonction et de l'amitié de Jean de Broglie pour le monde arabe ce coup de téléphone d'un mouvement politique qui s'intitule donc le Club Charles Martel à l'agence France Presse et qui revendique l'attentat. Je cite ce coup de téléphone: « Les forces vives de notre patrie, indiquait la voix anonyme, lutteront de plus en plus contre l'invasion de ce tiers-monde inassimilable auprès de laquelle l'invasion allemande était une plaisanterie. » Cet appel téléphonique est versé au dossier, mais les enquêteurs refusent de le commenter. Depuis les accords d'Évian, Jean de Broglie avait occupé plusieurs postes ministériels, notamment sous les gouvernements Debré et Pompidou. Il siégeait depuis très longtemps à l'Assemblée, où il représentait la première circonscription de l'Eure, c'est-à-dire Évreux. Cet orateur à la tribune de l'Assemblée était issu d'une famille très illustre. Jean de Broglie comptait en effet parmi ses aïeux 3 maréchaux, 4 académiciens et un prix Nobel. Et la littérature n'était pas absente de son ascendance puisqu'il était aussi l'arrière-petit-fils de Madame de Staël. Mais après avoir été 12 ans conseiller d'État, c'est à la politique que Jean de Broglie avait consacré sa vie. Élu pour la première fois en 1958, député indépendant de l'Eure, il devient secrétaire d'État au département d'Outre-mer en 1961. Et c'est à ce titre qu'il négocie à Évian en 1962, vous le voyez ici, entre messieurs Jox et Buron, qu'il négocie les accords qui devaient aboutir à l'indépendance de l'Algérie. Il fut d'ailleurs un des co-signataires de ces accords. L'Algérie où il devait se rendre souvent par la suite lorsqu'il devint en 1963 secrétaire d'État aux affaires algériennes puis aux affaires étrangères. Il devait notamment y signer les premiers accords entre la France et le nouveau gouvernement algérien. Il redevint simple député en 1967 après cette carrière ministérielle chargée et il devait constamment être réélu ensuite sous l'étiquette des Républicains indépendants. Et en 1974, il soutint la candidature de M. Giscard d'Estaing à la présidence de la République.
Mais depuis 2 ans, il avait pris quelques distances avec les RI et on l'avait même remarqué au rassemblement du RPR à la porte de Versailles. Depuis la guerre, il était aussi maire de Broglie, ce petit village de l'Eure, dominé par le château de ses ancêtres. Alors la population a appris avec stupeur et ensuite avec une grande peine le décès de M. de Broglie, son maire, qui était très aimé ici et pour laquelle commune il était très dévoué. Et la population a immédiatement ressenti cette disparition avec beaucoup de peine. Noël. Avant d'en venir au Père Noël, il faut tout de même dire et savoir que Noël n'aura pas le même goût pour tout le monde. Du Liban, où en dépit de quelques sapins et de quelques guirlandes, on n'y croit pas encore, à l'Irlande, où l'armée anglaise essaiera qu'il n'y ait pas trop de sang cette nuit encore entre catholiques et protestants. Des minorités opprimées aux prisons totalitaires, de la misère du tiers-monde, à la misère, à la solitude, à la maladie tout court. Noël, comme tous les Noëls, n'aura pas pour tout le monde le même goût, c'est évident. Il faut, je crois, y penser avant de songer tout de même à la joie des enfants, à la fête des familles, aux 1001 histoires que je pourrais vous raconter sur ces Noëls joyeux du bout du monde ou ces Noëls contes de fées comme ce maçon malade à qui ses amis ont construit une maison pendant qu'il était à l'hôpital. Noël, c'est Noël, et ce soir, il est un peu normal de laisser la parole aux enfants. Moi, j'ai choisi un hélicoptère. Moi, un parapluie. Moi, j'ai choisi un nounours. Moi, la petite locomotive. Un petit train qui marche. J'ai choisi un petit train qui marche, moi. Moi, un parapluie. Il faudrait bien que maman ait une petite soeur ou un petit frère parce que vraiment, je m'ennuie toute seule chez moi. Un nounours. Un petit train. Le Père Noël, il a mangé plein de bonbons et puis il en reste plus que 2. Bon, ils sont les autres. Eh ben, il les a mangés. Alors qu'est-ce que c'est le Père Noël pour toi? C'est un monsieur. Oui. Bah, c'est un Père Noël, un genre qui se déguise. Oui. Qui se déguise en Père Noël. Et où il habite? Bah, il habite dans les nuages. Ah bon? Et comment il descend chez toi? Ah, il descend par la fenêtre. Oui. Oui. Mais c'est pas un monsieur le Père Noël. Père Noël, c'est le Père Noël? Non. Non? Non, pas du tout. Parce que moi, quand je l'avais vu, le Père Noël, c'était pas un vrai Père Noël parce que je l'avais bien vu de près. Oui. Mais le vrai Père Noël, il existe dans les nuages? Oui. Comment il est habillé le Père Noël? Eh ben, il a une robe rouge. Oui. Et puis pour faire la barbe, c'est pas de la vraie barbe parce que c'est du coton. Ne croyez pas, ne croyez jamais ceux qui vous disent que le Père Noël n'existe pas. Dans leur cœur et aussi dans leur tête, il y a sûrement du glauque, du noir humide, du froid et plein de ces choses au goût acide. Il existe le Père Noël. La preuve, d'abord, c'est qu'on a retrouvé le village où il est né en Turquie il y a bien longtemps. D'ailleurs, Louis Doucet vous le montrera demain à 13h. La preuve, c'est que sa vie, qu'on appelle légende, se retrouve inscrite dans toutes les religions, comme le déluge, sous un nom ou sous un autre. La preuve qu'il existe le Père Noël, c'est bien sûr qu'on s'en sert, qu'on l'imite, qu'on veut faire croire qu'il est dans les grands magasins. En réalité, tous les gens sérieux, c'est-à-dire les enfants, savent que ces faux Père Noël sont des idées de grands, des idées bêtes d'ailleurs. La preuve qu'il existe, le Père Noël, c'est qu'il se trompe parfois. Il met trop dans une cheminée et pas assez dans l'autre. Ou qu'il oublie, par exemple, la petite Mona qui réclamait ce matin son grand-père devant l'ambassade de Bulgarie, dont la porte et la frontière sont fermées. La preuve, tenez, un sondage récent de la revue Enfants Magazine. 7 Français sur 10 racontent à leurs enfants la barbe blanche et le manteau rouge. 7 Français sur 10 ne peuvent pas se tromper. Ils votent leurs lois et élisent leur chef avec bien moins de majorité. La preuve qu'il existe, le Père Noël, c'est que plus on veut lui ressembler, plus on y croit. Essayez, comme lui, d'ouvrir la porte à la dame âgée dont les enfants sont partis. Essayez, par exemple, aussi de dire bonjour à l'homme au teint sombre qui balaye. Essayez de faire plus même, cela ne regarde que vous. Eh bien, vous allez voir que vous allez y croire au Père Noël.
Monsieur Christian Bonnet, le ministre de l'Agriculture, ne mâche pas ses mots à propos de certains producteurs de vin de mauvaise qualité que le ministre, je le cite, assimile à une affreuse bibine. Et quand je dis que monsieur Bonnet ne mâche pas ses mots, vous allez le constater, je suis en dessous de la vérité. Le dossier vitivinicole européen est difficile à régler, on le sait, et visiblement Christian Bonnet ne supporte pas que dans certains milieux, on continue à encourager les producteurs de mauvais vin, la bibine. Dans les 4 départements du Languedoc-Roussillon, 100 000 exploitations réparties sur 400 000 hectares produisent en moyenne 30 millions d'hectolitres de vin par an. Sur ces 400 000 hectares, 10% environ produisent chaque année des quantités de vin par trop considérables, donc de médiocre qualité. Et si M. Bonnet veut bien continuer d'aider les producteurs qui jouent la carte de la qualité, il est très clair... Je n'ai pas dit que les autres pouvaient disparaître. J'ai même été plus violent. J'ai dit ils peuvent crever. Seulement, ce ne sont pas les autres. Les viticulteurs, ai-je dit, qui font une affreuse bibine, et à raison de 200 hectolitres par hectare, ce qui est un rendement colossal. Ces viticulteurs, ces dernières années, ont pesé sur le marché des vins d'une façon extrêmement fâcheuse, qu'il n'est plus question pour l'État de s'intéresser aux productions massives qui contribuent à donner une mauvaise réputation aux vins du Midi dans leur ensemble alors qu'ils ne la méritent pas, et qui ont amené dans le passé la France et la communauté à aider des gens qui n'en avaient nul besoin et qui auraient dû au contraire être pénalisés. Cet avis, les viticulteurs du Midi ne le partagent pas, bien sûr. Pour eux, il s'agit d'une manœuvre. Cette humeur que M. Bonnet a manifestée semble marquer la gêne qu'ont les pouvoirs publics lorsqu'ils abordent la question viticole, parce qu'ils n'ont pas de politique viticole et qu'ils essaient de tromper l'opinion à travers un faux office et une fausse interprofession. Dès lors, la patience échappe, le dossier n'est pas valable et on se laisse entraîner à des paroles de cet ordre. Le commerce extérieur, il se porte un tout petit peu de moins mal tout de même ce mois-ci. Le déficit en chiffres bruts s'est sensiblement aggravé, certes, mais en chiffres corrigés, c'est-à-dire ce chiffre qui tient compte des variations saisonnières, le déficit de la balance commerciale française régresse légèrement, 3 878 millions de francs au lieu de 4 712 millions le mois dernier. Cela dit, le redressement de nos exportations reste l'un des objectifs prioritaires du gouvernement et la tâche essentielle d'André Rossi, le ministre du Commerce extérieur, comme ses prédécesseurs. M. Rossi s'est transformé en véritable voyageur de commerce de la France. Aux Jeux Olympiques du commerce extérieur, la France rate de peu la médaille de bronze. Elle est le 4e exportateur mondial, juste derrière le Japon, après les États-Unis et l'Allemagne. En l'espace de 15 ans, nos ventes à l'étranger ont progressé rapidement et nous avons diversifié nos clients. Mais une machine-outil sur 2 achetée par une usine française vient toujours de l'étranger. Nous achetons trop et nous ne vendons pas encore suffisamment. Cette année, le déficit de la balance commerciale va très certainement dépasser 20 milliards. Parmi les causes de ce déficit, il y a la reprise de l'activité à la fin de l'an passé qui a entraîné un accroissement de nos achats d'équipements à l'étranger. Il y a la sécheresse qui a rendu les récoltes moins abondantes et bien sûr réduit nos exportations agricoles. La baisse du franc, moins 18% par rapport au Deutsche Mark depuis le début de l'année, rend nos achats plus chers. Enfin, la facture pétrolière va dépasser 50 milliards cette année contre 14 en 1973. Il faut y ajouter celle des matières premières. En 1975, sur 223 milliards d'importations, il y avait entre la facture pétrolière, l'énergie et les matières premières, 100 milliards de dépenses obligées. Pour rétablir l'équilibre de la balance commerciale, il faut jouer sur ces deux plateaux. D'une part, faire des économies à l'achat, de l'autre, trouver de nouveaux marchés et de nouvelles entreprises, notamment petites et moyennes, qui acceptent l'aventure de l'exportation. Mais exporter n'est pas seulement un impératif pour notre commerce extérieur. Un salarié sur 4 dans l'industrie doit son emploi à des ventes à l'étranger. Le tiers de la production des usines françaises franchit nos frontières. Mais ce sont surtout les grandes entreprises qui exportent. 1400 entreprises assurent 80% des exportations. Les petites se partagent le reste.
Des opérations comme les nouveaux exportateurs doivent inciter les moyennes entreprises à sortir de l'Hexagone. Il s'agit d'expliquer aux candidats exportateurs les possibilités qu'offre l'étranger et les aides dont ils peuvent disposer. Ces caisses qui partent pour Ouagadougou ou Athènes emportent des produits made in France. Mais après avoir cherché où exporter et qui peut exporter, un problème se pose: quoi exporter? Les pays dans lesquels nous exportons sont tous, par définition, des pays en voie d'industrialisation, puisqu'ils nous achètent des ensembles industriels, et que donc, progressivement, ils fabriquent eux-mêmes des équipements, ils s'équipent eux-mêmes en bureaux d'études, et il est bien évident qu'ils commencent par les choses les moins difficiles. Donc, notre place sur le marché, en valeur relative, porte de plus en plus sur des choses très élaborées. Quand un pays achète plus qu'il ne vend, il vit au-dessus de ses moyens. C'est pourquoi le déficit extérieur de la France n'est pas tolérable longtemps. Le vrai problème maintenant, c'est d'augmenter nos exportations de biens de consommation, et tout ceci évidemment est fonction aussi de la réappréciation du franc, c'est-à-dire de la fin de l'inflation actuelle. Mais on peut considérer qu'en 1977, nous devrions retrouver à ce moment-là une situation améliorée par rapport à l'actuel semestre. Ça ne sera probablement pas encore l'équilibre lui-même, mais une situation suffisamment améliorée pour que l'on puisse, dans ce domaine, considérer que le plan pourra donc être appliqué comme il a été prévu. Trouver de nouveaux clients, vendre davantage de produits ne sera pas suffisant si la France ne renforce pas ses structures de pays exportateurs, mais surtout si elle ne parvient pas à rendre au franc une position de monnaie forte. C'est pourquoi la lutte contre l'inflation et le redressement du commerce extérieur sont étroitement liés. Santiago Carrillo, le secrétaire général du Parti communiste espagnol, arrêté le 22 décembre dernier, a été inculpé cet après-midi, ainsi que 7 de ses amis, inculpés de participation à une association illicite en qualité de dirigeant. Ils encourent tous une peine de 6 ans de prison. Les avocats feront appel demain et demanderont la liberté provisoire au moins pour les fêtes de Noël. Plusieurs réactions en France après cette décision. D'abord un télégramme de François Mitterrand au Premier ministre espagnol souhaitant que cesse toute discrimination politique et s'élevant contre l'arrestation de Santiago Carrillo. Par ailleurs, Jean Canapa, membre du bureau politique du Parti communiste français, a annoncé qu'une manifestation serait organisée lundi par le PC devant l'ambassade d'Espagne à Paris. À Château-Thierry, dans l'Aisne, un hold-up dans un supermarché hier soir a très mal fini. 4 malfaiteurs, masqués et armés, après avoir raflé le contenu du coffre, c'est-à-dire environ 15 000 francs, se sont enfuis avec une otage, une jeune fille, qui a été retrouvée vers 1 h du matin tout près de Paris. Mais 3 policiers, alertés par un client et qui avaient tenté d'intercepter les malfaiteurs, ont été pris sous le feu du pistolet mitrailleur de l'un d'entre eux. Un inspecteur de police de 25 ans, atteint de plusieurs balles, est mort à l'hôpital. Le jeune chauffeur du car tombé dans le Rhône mardi soir en raison d'un épais brouillard a été inculpé aujourd'hui par le juge d'instruction dans le cadre de l'enquête et de la recherche des responsabilités. Le chauffeur a été laissé en liberté. Les obsèques des victimes ont eu lieu ce matin à Vénissieux, dans la banlieue de Lyon, où résidaient la plupart des familles des 14 victimes. 14 cercueils recouverts d'un drap blanc alignés dans l'église des Minguettes à Vénissieux. La cérémonie des obsèques des victimes, 13 enfants, dont le plus jeune avait à peine 6 ans, et une femme qui les accompagnait, s'est déroulée devant une foule silencieuse. Les parents, les amis, ont écouté les différentes interventions des célébrants catholiques, protestants et musulmans. Après les condoléances aux familles, les cercueils ont été placés dans les fourgons mortuaires. De très nombreuses gerbes de fleurs blanches couvraient les véhicules. Il faut maintenant dégager les responsabilités de cet accident. Comment le car est-il tombé dans le Rhône ? 3 inculpations ont été notifiées à l'encontre de Jean-Noël Maury, le chauffeur du car: homicides involontaires, blessures involontaires et défaut de maîtrise d'un véhicule. Ce sont des inculpations, cela ne veut pas dire que le chauffeur est responsable. Par ailleurs, les fédérations CGT et CFDT des transports ont annoncé leur intention de se porter partie civile, afin sans doute d'avoir accès au dossier de l'enquête en cours. Enfin, une nouvelle expertise du car a été faite cet après-midi. Tant que les hommes auront faim.
c'est le titre d'une émission, une émission que vous verrez mercredi prochain sur Antenne 2, un magazine de l'actualité de Roger Pic sur les innombrables problèmes de la faim dans le monde et de la solidarité internationale. Et je crois qu'en cette soirée de Noël, il n'est peut-être pas inutile de s'arrêter déjà un instant sur un exemple de détresse, mais aussi de solidarité. Vous vous souvenez peut-être du tremblement de terre en février 1976 au Guatemala, tremblement de terre qui avait fait 25 000 morts et 75 000 blessés. Grâce à l'UNICEF en particulier et aussi à d'autres, on a pu apporter à ces hommes de l'Amérique latine un peu de réconfort et de secours. Une équipe d'Antenne 2 est allée dans un petit village de ce Guatemala meurtri pour voir et pour raconter. Chiquincinay, un village du Guatemala qui a été entièrement détruit lors du tremblement de terre. Dans ce village, en quelques secondes, 11 morts, 330 blessés. La survie de ces Indiens qui sont d'origine maya est avant tout liée au problème de l'eau. L'installation de pompes est vitale dans ces villages car l'eau, source de vie, peut être génératrice de bien des maladies lorsqu'elle est polluée. Une jeune Française, Mireille, aide depuis le mois de février les 350 Indiens de Chiquincinay à survivre. Nous faisons ce puits et nous essayons d'aller le plus profond possible pour capter une eau pure. Alors vous voyez, là l'eau était encore dégoûtante. D'abord il y a les saletés qui tombent, mais il y a en plus la boue et on n'a pas trouvé le filon clair encore. Alors on va vider le puits et excaver de 4 mètres de plus. Il y aura assez d'eau pour tout le village? Il y aura assez d'eau pour tout le village. On a prévu une consommation de 600 litres par heure à raison de 8 heures par jour. C'est finalement assez peu et ça n'épuisera pas la source. Selon la coutume indienne, toutes les décisions sont prises en communauté. Les hommes du village se réunissent quotidiennement pour discuter des problèmes de nutrition, de santé, d'hygiène et de scolarisation des enfants. Dans ces villages du Guatemala, il reste encore beaucoup à faire. Et avant le tremblement de terre, les indigènes vivaient déjà dans des conditions difficiles, n'ayant comme seule nourriture que le maïs et les haricots. C'est là qu'interviennent les organisations internationales telles que l'UNICEF qui donnent aux paysans les moyens d'améliorer leurs conditions de vie, à eux de les mettre en application, en accord avec le chef du village. Vous êtes le chef du village et j'aimerais savoir comment vous vous êtes organisé après le tremblement de terre. Au moment du tremblement de terre, quand nous avons vu toutes nos maisons détruites, on s'est réunis et on s'est organisé pour les déblayer, ces maisons. Et aussi pour essayer de sauver le bois des charpentes, enfin tout ce qui pouvait être sauvé. Et puis on s'est organisé aussi pour les travaux agricoles et pour récupérer le maïs. Le jour du 4 février, aucune des maisons de Chiquincinay n'est restée debout. Grâce au matériel de l'UNICEF et aux dons privés, chacun va reconstruire sa maison. 20 000 briques viennent d'être livrées. Quand nous sommes arrivés, nous étions le premier secours à arriver en quelque sorte. Les maisons étaient en ruine, les blessés étaient encore dans les ruines et ils avaient enterré leurs morts. Combien de morts? Officiellement, 2 morts recensés devant la mairie et en fait 11 morts d'après ce que nous avons pu faire en questionnant les gens, savoir en questionnant les gens. Mireille se bat depuis plusieurs mois pour faire livrer le matériel nécessaire à la reconstruction. Elle discute les devis, sert d'intermédiaire entre les indigènes, le gouvernement et les fournisseurs. Et le gouvernement, comment s'est-il comporté face aux problèmes de ces villages? Bien. Il a d'abord paré au plus pressé, c'est-à-dire aux problèmes sanitaires. Au plus pressé, c'est-à-dire au toit. Il avait un pari de 100 jours à tenir parce que 100 jours après le tremblement de terre, c'était la date prévue, plus ou moins des pluies. Et il avait fait le pari que chaque famille aurait un toit, pari tenu. Et il a aidé aussi les gens au départ, les gens avaient toute leur récolte sous les décombres. Il les a donc aidés à retrouver un petit peu de quoi manger, des choses comme ça. Si le gouvernement guatémaltèque a aidé les Indiens après le tremblement de terre, il en fut autrement des riches propriétaires des plantations et même des industriels. La classe possédante, elle n'a pas été tellement concernée car ils sont propriétaires de grandes plantations sur la côte qui n'ont pas été touchées. En général, les maisons bien construites à Guatemala-Ville n'ont pas souffert.
Les installations industrielles n'ont pas souffert non plus. Quelques-uns se sont sentis concernés car ils avaient des ouvriers vivant dans des villages détruits. Et ils ont dû céder un peu au paternalisme. Mais dans l'ensemble, ils ne se sont pas sentis concernés, ils n'ont pas été très actifs. Paolino, quant à lui, s'est porté volontaire pour apprendre quelques bases de médecine. Il a suivi un stage de 3 mois organisé par les équipes de l'UNICEF. Cette formation lui permet de pratiquer quelques soins d'urgence, de détecter et de diriger vers l'hôpital les cas les plus critiques. Telle est la vie des indigènes des hauts plateaux du Guatemala, avant, pendant et depuis le tremblement de terre. Chaque effort, chaque acte peuvent être pour l'instant considérés comme insuffisants. Mais accumulés, ces efforts fournis par les organisations internationales et par nous tous feront peut-être qu'un jour les enfants de Chiquincinay pourront avoir une espérance de vie de plus de 45 ans parce qu'ils seront mieux nourris, mieux soignés, mieux éduqués. Mais Paul Lefebvre avait raison, le Père Noël existe puisque j'apprends à l'instant qu'un fabuleux cadeau de Noël a été offert aujourd'hui, non hier très exactement, sur le champ de course de Cagnes-sur-Mer. 665 000 francs, je crois que c'est le plus gros pari jamais gagné, un unique gagnant pour une mise initiale de 5 francs. Le parieur, et qui préfère garder l'anonymat, on le comprend, avait tenté une mise de 5 francs donc sur un pari particulier qui s'appelle le pari trio à Cagnes. Il y avait encore beaucoup de brouillard aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, j'y reviendrai dans un instant car cela va continuer. Le brouillard a déjà beaucoup tué en ces veilles de fête. Carambolage monstre sur l'autoroute du Soleil, voiture contre car ou voiture contre voiture dans des dépassements suicidaires. Le bilan est déjà très lourd, donc je ne saurais que vous conseiller beaucoup de prudence. La visibilité, et vous l'avez vu sur ces images, dans certaines régions est extrêmement mauvaise, en particulier dans l'est de la France, la vallée du Rhône et le nord. Et sont souvent givrants ces brouillards, ce qui accentue les risques et les dangers. Les températures sont en baisse un peu partout. Demain, les gelées matinales s'accentueront. Il fera très froid dans l'est de la France. Nous en venons donc à la météo. Et le temps restera extrêmement brumeux avec des brouillards givrants, je le répète, par endroits. Et le soir, quelques chutes de neige sur les régions du nord et de l'est. Les régions du midi seront toutefois encore à l'écart de ce refroidissement, mais les nuages y seront cependant très abondants. Quelques pluies aussi et de la neige en montagne, toujours. Je vous indique tout de suite qu'il fera encore un peu plus froid dimanche avec d'abondantes chutes de neige sur la moitié nord du pays et en montagne. Merci d'avoir suivi ce journal avec toute la rédaction d'Antenne 2. Je vous souhaite un très très joyeux Noël, de très belles fêtes et un peu de joie si vous êtes seul, en vous proposant par exemple de rester avec nous ce soir sur Antenne 2 pour une soirée spéciale qui va commencer par les Brigades du Tigre et qui se poursuivra par une longue veillée de Noël préparée pour vous par toute l'équipe de Jacques Garat. Bonsoir et tout de suite le rappel des principaux titres de l'actualité. Jean de Breuil assassiné à Paris. Viticulture, le gouvernement s'attaque à la surproduction. Balance commerciale, légère réduction du déficit en novembre. Le chauffeur du car de Lyon est inculpé. Pour 7 parents sur 10, le Père Noël doit exister. Pas de journal ce soir à 23h. 21h30, la nuit de Noël sur Antenne 2, celle de Graziella et Virginie.